Raoul Eka, vous êtes historien de l'école, vous êtes très connu à ce titre-là, et 2017 est en pleine actualité de bicentenaire, celui de l'école à La Réunion. Un colloque va avoir lieu les 20 et 21 septembre, qui va être le premier temps de plusieurs manifestations autour justement de l'école et de l'histoire de l'école. Pourquoi 2017 est le bicentenaire de l'école? Est-ce que l'école a commencé en 1817? Oui, tout à fait. Alors c'est une année importante parce que le bicentenaire, pourquoi? Parce que en fait l'édification scolaire de La Réunion démarre en 1817. Elle démarre en 1817 pour plusieurs raisons qu'on peut schématiser. Il y a l'arrivée sur la scène sociale d'un nouveau groupe qui s'appelle les Libres de couleur, qui convient de socialiser, et pour socialiser, il faut passer par l'école. Il y a une réorientation économique de l'île autour de la canne à sucre, qui donc va amener les moulins, après l'industrie, donc il faut une qualification, il faut une formation. Et ensuite, il y a le fait que dans cette restauration, avec l'arrivée après le traité de Paris de 1815, l'île Bourbon est désormais la seule colonie française de l'océan Indien. Étant la seule colonie française de l'océan Indien, la possibilité pour les enfants de la bourgeoisie de poursuivre leurs études à l'île de France, qui est devenue l'île Maurice et qui est devenue anglaise, n'est plus possible. Donc toutes ces raisons-là conjuguent pour faire qu'il faut prendre désormais à bras-le-corps la question scolaire de l'île. Elle existait précédemment, mais elle était de façon discontinue. Alors on dit souvent que, vous allez le confirmer sans doute, que le lycée Lecomte de Lille est le premier lycée de La Réunion. Est-ce vrai? Ah ben, c'est non seulement le premier lycée de La Réunion, mais c'est aussi le premier lycée d'une colonie française. Parce qu'il y avait une règle qui avait toujours été respectée, qui remonte à Richelieu, qui faisait que l'élite française devait être formée à Paris. Et donc, au début de ce 19e siècle, pour des raisons qui sont internes à la société coloniale, la bourgeoisie réunionnaise, ou la bourgeoisie bourbonnaise, ou la bourgeoisie locale, va vouloir absolument qu'il y ait un lycée qui soit implanté ici. Et pas n'importe quel lycée, un lycée d'excellence, parce que ce qui était en jeu, c'était la formation de l'élite coloniale et la possibilité de reproduction du modèle. Au travers de l'histoire de l'école, c'est l'histoire de la société réunionnaise également. Tout à fait. Quelles sont les grandes étapes de cette école, donc, qui a suivi par exemple la départementalisation? Est-ce que c'est en 1946 une grande date pour l'école? Alors, vous avez tout à fait raison. L'école n'est pas dissociable de la société, parce que sinon on se perd dans des anecdotes et qui n'a pas beaucoup de sens. Si on veut comprendre la société, il faut s'intéresser à l'école, et si on veut comprendre l'école et l'histoire de l'école et l'évolution de l'école, il faut comprendre la société dans laquelle elle se déploie. La société réunionnaise a toujours été d'une grande complexité. Elle est complexe, pour ne citer qu'un élément, en raison notamment de la grande pauvreté de la population blanche, qui n'a pas d'équivalent dans aucune autre colonie européenne. Donc cette complexité-là, on va la retrouver à l'école. Et en fait, l'école, pendant très longtemps, elle va être portée par les congrégations, portée par l'Église. Et ça, c'est l'école qui va accueillir les enfants pauvres, les enfants de milieux populaires. Mais la société coloniale, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait que les congrégations amènent les enfants à travailler, à les préparer à travailler à la terre. Le projet pédagogique de l'Église, et notamment des frères des écoles chrétiennes, était tout à fait différent. C'était un projet d'émancipation, c'est-à-dire d'accompagner l'enfant jusqu'à son intelligence, ses ressources cognitives ou intellectuelles, on appelle ça comme on veut, pouvait lui permettre d'aller et de progresser. Cela va rentrer en conflit immédiatement avec la société coloniale. Les laïcs ensuite vont eux aussi, enfin les instituteurs laïcs ensuite, vont eux aussi rencontrer des difficultés. Donc, si on veut comprendre l'apport de l'école, eh bien il faut dire déjà que la départementalisation est l'œuvre des instituteurs. Bon, Raymond Vergès, Léon de Pervenche, Césaire pour les Antilles, vont un peu surfer là-dessus. Mais c'est le besoin des instituteurs de briser le carcan colonial qu'ils estimaient nécessaire et qui va amener la transformation de la colonie en département. C'est leur travail. Et c'est pour moi une incompréhension qu'au moment où on va péter
la départementalisation 60e, 70e, on n'est pas mis autant d'emphase ou le focus, pour parler comme les Mauriciens, sur le rôle des instituteurs dans la transformation de l'école et donc du coup dans la transformation de la société. Et dans les années qui vont suivre, on va assister après, parce qu'on va assister à une véritable révolution scolaire, alors que pendant très longtemps, cette école était une école de caste, était une école qui était d'abord basée à Saint-Denis, l'île la plus montagneuse, et donc les enfants du Sud y avaient peu accès, les enfants des populations pauvres encore moins, et cette école va être réservée à une petite élite. Revenons sur le colloque des 20 et 21 septembre, c'est le premier temps de commémoration de ce bicentenaire de l'école. Qu'est-ce qu'on aura au programme de ce colloque ? Alors, nous avons souhaité faire un colloque en l'inscrivant dans une dimension internationale et en croisant les regards sur la façon dont l'école a évolué. C'est 200 ans d'école à La Réunion. Qu'est-ce que ça dit de l'histoire de l'école? Mais pas uniquement de l'histoire de l'école à La Réunion, de l'histoire de l'école tout court dans le monde. Qu'est-ce que ça dit de l'histoire de l'école? Comment ça a été conçu? Comment ça s'est développé? Quelle forme ça a pris? Et qu'est-ce que ça dit de la société? Et qu'est-ce que ça dit de l'école aujourd'hui? Donc il va y avoir une part de nostalgie un peu inévitable à ces questions, mais le focus, la préoccupation principale, c'est en interrogeant l'école, d'interroger la société, d'interroger ce qui fait question aujourd'hui autour de la question de la transmission, question du savoir, de la réussite. Cette commémoration va se poursuivre tout au long de l'année, je crois, jusqu'en 2018, oui. Pendant un an. Je vois qu'il y a des conférences, des expositions, séminaires. Qui organise l'ensemble de ces manifestations? Alors, le colloque est organisé en partenariat avec l'évêché de La Réunion et le laboratoire CEMOI de l'Université de La Réunion. Et ensuite, il y a des conférences qui seront organisées. Certaines de ces conférences seront organisées en partenariat avec des municipalités et des composantes de l'université. Donc on abordera toute une série de thèmes et on essaiera de faire des conférences de façon un peu alternée entre Saint-Denis et Saint-Pierre. Parce que la question de la scolarisation dans le Sud est une grande question et qui se poursuit encore si on écoute l'actualité. Avec le célèbre lycée Roland-Garros du Tampon, qui est le deuxième lycée historiquement de La Réunion. Oui, c'est le deuxième lycée de l'île. Et c'est le lycée qui va justifier, pour toute une série de raisons sur lesquelles on pourrait revenir plus tard, c'est pour la première fois dans l'histoire économique de l'île qu'une entreprise va travailler nuit et jour. Parce qu'il faut comprendre que ce lycée, la première pierre a été posée en 1964. Et quand Michel Debré la première pierre a été posée en 1962. Et quand Michel Debré est député et candidat à la députation en 1963 et qui demande à visiter le lycée, c'est la panique. Parce que ici... Il n'est pas fait? Il n'est pas terminé? Non seulement il n'est pas terminé, mais l'argent a été détourné au sens, pas au sens escroquerie du terme, a été envoyé à autre chose. Et que ce lycée n'était jamais allé au-delà de la première pierre. Donc Michel Debré pique une colère épouvantable, et ensuite, il faut rattraper le temps perdu. En fait, c'était le ministère des Finances de l'époque, donc je vous laisse trouver le ministre, avait décidé de réaffecter de sa propre autorité le financement de ce budget. Donc le directeur de cabinet du pauvre Olivier Guichard, qui va entendre pour son grade, va avoir qu'une seule fonction dans l'année 1964, s'occuper de Paris, du lycée Roland-Garros. Et donc, il faut faire en sorte que ce lycée démarre maintenant le plus tôt possible. Et c'est pour la première fois dans l'histoire de La Réunion qu'il va y avoir une entreprise, je vous disais, qui va travailler nuit et jour. On va terminer sur cette anecdote importante. Il y a beaucoup à dire encore, évidemment. On aura l'occasion de se recroiser ici même ou ailleurs. Merci, Raoul Lucas.